Et donc, Philippe, on te laisse la parole sur la fragilité et comment prendre en compte cette fragilité, puisqu'on a vu que c'était un élément clé pour décider. Merci Catherine. Alors la fragilité, c'est un concept qui est assez récent, puisqu'il a été développé dans les années 1980-90 par les gériatres pour leurs patients. Bon, la définition est assez consensuelle à l'heure actuelle. C'est une diminution dans des capacités physiologiques de réserve, et donc il conduit à une altération des mécanismes d'adaptation au stress. Et quand on parle de stress, c'est éminemment variable. Ça peut être un stress minime, psychologique, une infection banale, a fortiori bien sûr une hospitalisation en réanimation pour un problème aigu. Et on considère que en fait, son expression clinique est modulée par un certain nombre de facteurs, les facteurs comportementaux, sociaux, économiques, des facteurs psychologiques, et puis les comorbidités aussi qui jouent un rôle important. Alors, en réanimation, il est maintenant, on peut dire clairement démontré que quand on admet un patient âgé et fragile, eh bien, il y a un risque accru en fait, de complications lors de son hospitalisation, un risque accru de décès, et pour les survivants, d'handicap à distance qui n'existait pas auparavant, ou encore d'une altération de la qualité de vie à distance. Par contre, je sais bien le pointer. Changer de diapo. Merci. Alors si le concept de fragilité est maintenant clairement établi, la définition opérationnelle, par contre, reste débattue. Et dans cette problématique, on peut dire qu'il y a deux modèles qui prévalent. Il y a tout d'abord le modèle américain qui a été proposé par Linda Frey, qui est une épidémiologiste américaine, et donc qui repose sur la reconnaissance de ce qu'on appelle le phénotype de fragilité, qui est éminemment basé sur la force physique, sur la mobilité. Et puis l'indice de fragilité, en fait, le modèle canadien, donc, qui a été développé par Kenneth Rothroot, qui est un gériatre, et qui lui voit la fragilité en fait comme une accumulation de déficits dans des domaines variés et on va dire variables dans la mesure où il n'y a pas qu'un indice de fragilité, on peut calculer, on peut construire son propre indice de fragilité. Donc c'est une fragilité qui est dite multidimensionnelle ou dite multidomaine. Alors le phénotype de fragilité donc, repose sur on va dire, la reconnaissance consensuelle de caractéristiques considérées comme fondamentales de la fragilité. Et donc ces caractéristiques, c'est perte de poids, fatigue subjective, inactivité, performance en termes de marche et puis la force. Donc à chacune de ces caractéristiques correspond une mesure. Alors pour la perte de poids, c'est une perte de poids d'au moins 4,5 kg ou au moins 5% sur l'année qui précède. Sensation d'épuisement 3-4 jours par semaine. Une mesure de la dépense énergétique qui se fait en kilojoules. Un temps de parcours donc, qui va être chronométré. Et la force de préhension donc, mesurée par un dynanomètre. Et donc on considère qu'un patient est fragile quand il a au moins 3 de ces items, vulnérable 1 ou 2 et robuste aucun de ces items présents. Donc on voit bien, alors il est possible de mesurer un phénotype de fragilité en réanimation, mais on voit bien que, au moins pour certains items, je veux dire, on est obligé de prendre des critères de substitution, que ce soit la force de préhension, le temps de parcours, même la dépense énergétique, qui n'est pas facile à mesurer. Donc on est obligé de prendre des critères de substitution, ce qui peut quand même poser problème quelque part. Mais il y a des équipes qui mesurent le phénotype de fragilité ou des dérivés de phénotype de fragilité. Alors le modèle canadien, donc lui c'est l'indice de fragilité. Pour calculer cet indice, en fait, il faut un certain nombre de prérequis dans les items qui vont être retenus pour calculer cet indice. Donc il faut que en fait, ces items reflètent l'état de santé, c'est logique. Il faut qu'il augmente avec l'âge. Il ne faut pas qu'il sature trop précocement, parce que si vous prenez un item en fait, finalement, qui est présent chez tous les sujets ou patients à l'âge de 60 ans, ce n'est pas très discriminant. Il faut qu'il couvre une variété de systèmes. Ça, c'est l'essence même, en fait, finalement, de ce modèle multidimensionnel, un multisystème. Quand on s'en sert pour un suivi de cohorte, eh bien, on utilise obligatoirement les mêmes items. Et en fait, Rothroot considère qu'il faut un certain nombre d'items. Et dans sa publication, il dit c'est 30, 40 items. Et en dessous, faisabilité, l'estimation de la fragilité est peut-être beaucoup moins bonne. Alors vous avez ici un suivi de cohorte, un suivi de cohorte de sujets âgés canadiens de plus de 70 ans.
Ouais. C'est peut-être l'écran qui a un indice de fragilité. Voilà. Donc 70 items dans le questionnaire. Alors c'est vrai que là c'est clairement multisystème. On balaye tout. Activité quotidienne, facteurs neuropsychologiques, les comorbidités, la force motrice, mobilité. Donc on retrouve des critères du phénotype de fragilité de Frail, perte de poids, mémoire, audition. Enfin, ça recouvre vraiment une très très grande variété de systèmes. Et il y en a d'autres, indices de fragilité, alors avec un peu moins d'items, 40 items sur une cohorte américaine. Et clairement, ils sont tout de suite aperçus que finalement, en pratique, alors c'est bien pour des recherches, des grands suivis de cohorte, mais en pratique quotidienne, c'est irréalisable. Et donc, ils ont mis au point ce qu'on appelle le score clinique de fragilité, qui a été validé et qui est corrélé finalement à cette cohorte de sujets âgés canadiens. Donc ce score clinique de fragilité, il est bien corrélé à un coefficient de corrélation qui est à 0,8 avec l'indice de fragilité. Et donc il classe les patients de 1 à 9. Alors 9, c'est fin de vie. Donc 1 à 3, c'est en forme. 4, c'est vulnérable. Et puis on considère que les patients sont fragiles à partir d'un score au moins égal à 5, avec des petits pictogrammes sur le côté gauche, donc qui permettent un petit peu de mieux visualiser finalement la perception qu'on peut avoir de le sujet âgé. Très récemment, dans Intensive Care Medicine en 2018, on a vu apparaître un indice de fragilité modifié. Alors moi, je suis un peu perplexe dans la mesure où, en fait, il y a très peu d'items. C'est des études rétrospectives. Alors, c'est des très grandes cohortes, mais c'est des études rétrospectives. Et donc, ils se sont servis finalement des items de la cohorte canadienne, mais c'est pas facile à extraire parce qu'en fait, ils n'ont pas toutes les données, loin de là. Et donc, ils font un indice de fragilité modifié. Quand on regarde de près, finalement, il n'y a que 11 items, c'est faible. Et puis, c'est quasiment que des items de comorbidité. Donc, à mon sens, c'est plus un indice de comorbidité, à proprement parler, qu'un indice de fragilité. Donc, pour conclure, finalement, je pense que vous l'avez perçu, le score clinique de fragilité, c'est le score qui est très largement le plus utilisé en réanimation. Quand on regarde, alors la liste n'est pas exhaustive, mais sur les publications, alors sur les sujets les plus âgés, c'est clairement le score clinique de fragilité qui est utilisé de façon très majoritaire, loin devant le phénotype de fragilité ou les indices de fragilité beaucoup plus étendus. Il faut bien se rendre compte quand même quelque part que quand on mesure un score de fragilité, derrière, c'est quand même la perception d'une évaluation gériatrique. Il ne faut pas perdre ça de vue, pas faire ça un petit peu comme ça, tiens, oui. Non, il faut interroger le patient, les proches, il faut avoir une bonne connaissance des dossiers. Ce n'est pas toujours évident à l'admission d'un patient en réanimation, ou dans les 24-48 premières heures, de pouvoir avoir un indice, une idée fiable de ce score de fragilité. Merci beaucoup Philippe. Alors on voit bien qu'en fait cette notion de fragilité, finalement, comme elle est extrêmement englobante, permet effectivement de se faire une idée assez précise de ce que peut être le devenir ou le bénéfice attendu d'une admission ou les risques attendus d'une admission en réanimation. Une des questions que souvent les gens se posent, c'est donc c'est un score de plus. Alors on a des scores de gravité, on a des scores de morbidité, tu as très bien dit. Comment est-ce qu'on le positionne ? Est-ce que finalement, quand on a affaire à un patient âgé, finalement, avec ce score-là, on fait, comme c'est assez intégratif, on fait le tour de tout ? Est-ce que ça a une valeur propre ? Est-ce qu'il s'associe à d'autres ? Il s'associe à l'ASA, il s'associe à l'IGS, au MACAB, à l'ADL. Comment on gère ? Ou on le calcule en un de plus ? Alors, je pense que... il est clairement démontré quand même que le score de fragilité, c'est indépendant des scores que l'on utilise de façon habituelle. Donc c'est un score d'évaluation gériatrique qui est spécifique au sujet âgé. On voit apparaître des publications sur le score de fragilité chez les plus jeunes. Mais c'est quand même, au départ, c'est un score qui est fait pour des sujets âgés. Et donc on balaye en fait un certain nombre d'aspects qui ne sont pas présents dans les scores que l'on utilise de façon habituelle. Ils sont indépendants, alors sauf peut-être la page 2, où dans la page 2, il y a beaucoup de comorbidités. Mais c'est quand même un score, après, ça reste un score. C'est comme l'IGS, le SOFA. Je veux dire, c'est pas non plus la panacée universelle, mais c'est quand même, c'est une évaluation gériatrique. Alors, quand tu dis que l'on ne faisait pas avant. Alors, on la faisait un petit peu de façon intuitive, très probablement, mais on la quantifiait pas.
On lui donnait pas un chiffre. Quand tu dis évaluation gériatrique, est-ce que ça sous-tend qu'il faut que ce soit les gériatres qui le fassent? Non, non, non. En fait, il n'y a pas énormément de données dans la littérature, mais il y a quand même des éléments qui nous... Enfin, il y a des bons niveaux de concordance quand les scores sont faits par différentes personnes. Alors ça peut être des nurses aux États-Unis qui sont un peu spécialisées, des résidents, des docteurs. Donc il y a une assez bonne concordance en fait entre les différentes personnes. Il y a même des assez bonnes concordances en fait entre le fait parfois de ne pas interroger la famille, interroger le patient, ne pas interroger la famille et uniquement le dossier médical. Donc c'est un score qui est assez robuste et assez reproductible. Et alors, si c'est assez robuste, parce qu'il fait un peu peur là quand on voit toutes les dimensions dans un premier temps, et ce qui passe bien, entre guillemets, c'est le pictogramme. Parce que finalement, avec l'expression en pictogramme, on a l'impression qu'on perçoit assez bien, et puis finalement, ça rejoint quelque chose qu'on faisait, tu l'as évoqué probablement. C'est un peu, ça dépend comment on appelle ça, mais cette note de gueule, cette évaluation globale, très, très globale de cette fragilité. Est-ce que finalement d'afficher les pictogrammes quand on les évalue ces patients, alors soit en vue d'une admission de réanimation, mais aussi en vue d'une chirurgie possiblement, est-ce que tu penses que c'est bénéfique? C'est une aide, mais ça n'obère pas quand même le fait qu'il faille interroger le patient. Aller plus loin que le pictogramme. Aller voir bien le dossier médical. Ouais. Moi j'ai une question, on voit que, bon, comme d'habitude, plus on est malade, plus on est fragile, et plus il y a des chances que les choses se passent pas très bien. Est-ce que on pourrait, d'un point de vue cette fois-ci de l'admission en réanimation, est-ce qu'il y aurait un score au-delà desquels, raisonnablement, on pourrait dire que le bien fondé de la réanimation se discute? Et c'est une question que je vous pose à tous. C'est un petit peu comme tous les scores, hein. Faut être méfiant. C'est pas parce que vous avez un IGS 2 à 5,60 que voilà, vous n'allez peut-être pas obligatoirement admettre un patient. Quand on regarde dans la vraie vie, en fait, sur les différentes études, il y a très très peu de malades qui ont un score de clinique de fragilité à 8 qui sont admis. Très très peu. Donc de fait, c'est déjà un peu fait. 7, il y a à peu près 10%. D'accord. Et dans la grosse étude européenne, et 10%. Et les mêmes résultats ont été retrouvés dans l'étude allemande qui a été faite, multicentrique allemande. Et quasiment les mêmes, 9%. Donc il y a des patients qui ont un score à 7 qui sont admis en réanimation. Il faut bien différencier aussi score clinique de fragilité à 7, admission programmée versus non programmée. C'est complètement alors différent. justement, j'ai une question. Admission semi-non programmée. Une question d'un internaute qui dit on doit prendre en charge un patient, AVC, thrombectomie. On s'interroge sur le type d'anesthésie, AG versus sédation. Est-ce qu'un indice de fragilité pourrait nous aider pour cette décision? Alors là, c'est un peu... Je ne suis pas sûr que l'indice de fragilité puisse vraiment aider sur la décision d'une anesthésie générale ou la décision d'une anesthésie. Alors en plus, sur le sujet, il y a débat. En plus, toute chose étant égale, par ailleurs, quel que soit l'âge, c'est une controverse. Donc, non, je ne pense pas que ça puisse aider sur la décision d'une anesthésie ou d'une autre. Un commentaire ? Oui, un commentaire. Moi, je trouve que ces indices et ces quantifications sont très importantes pour éclairer une décision, pas pour la faire. Il y a d'autres facteurs qui interviennent sur la vie du patient, la vie de l'entourage. Enfin, donc ça éclaire, mais ça ne fait pas la décision. Parfait. Merci beaucoup.